Bonjour à tous, j'espère que le Big Data de lundi s'est bien passé, tout comme les RPA hier. Aujourd'hui, la thématique, ce sont les algorithmes prédictifs. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de comment est-ce qu'un équipage, comment est-ce qu'un pilote aux commandes de son avion, alors qu'il fait face à une charge de travail très élevée, fait pour décider, fait pour prendre ses décisions? Est-ce que je poursuis mon approche sur le bateau ou est-ce que je, remets les gaz, je me représente, j'arrête les frais, je retente? Bien, tout simplement en identifiant ce que nous appelons des fenêtres en amont. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un Rafale en approche sur un porte-avions, ce sont 15 tonnes en déplacement à 280 km/h vers un terrain de tennis de nuit, en train de bouger, sous la pluie, à une vitesse de déplacement d'à peu près 40-50 km/h, fonction des conditions. Il n'y a aucune place pour le hasard et nous nous devons, pour la sécurité du matériel et du personnel, d'accomplir notre mission de manière sûre. Et il y a d'ailleurs très peu d'accidents ou d'incidents à l'appontage. Pour réaliser ce tour de force, on prend du recul et on vient définir des critères de décision à certains moments lors de notre approche. Quand nous sommes à 300 mètres du sol, 150 mètres du sol, 100 mètres du sol, 50 mètres du sol, nous avons des fenêtres de prise de décision. Et grâce à l'expérience emmagasinée par le passé, nous savons de combien nous pouvons varier par rapport à la norme et par rapport à ce que nous recherchons de manière à garantir le résultat. Ainsi, c'est presque conceptualisable d'un point de vue informatique, vous pouvez en sortir des formules mathématiques. Et ce n'est pas un secret, si à l'heure actuelle dans les forces françaises, il n'y a pas d'appontage automatique, mais les Américains, notamment avec le F-35, ont créé des systèmes d'appontage automatique qui prennent en compte l'anticipation du résultat, fonction des paramètres à l'instant T. Et je pense que vous allez voir qu'il semblerait que dans le cas des avocats, eh bien, il y ait quelques formules en commun. Nous sommes partis pour 1 heure sur les algorithmes prédictifs. N'oubliez pas de la checklist, votre café, coupez votre micro, pourquoi pas prendre un bloc-notes. Et on se retrouve demain matin. Fly safe. Bonjour, Nicolas Fleuriot, vice-président de l'Association française des credit managers. Je vais passer la main à Katia, qui est notre vice-président inclusion et diversité, administratrice et membre du CODIR de la FDCC, qui va être le speaker et l'animatrice de cette table ronde. Elle est credit manager et responsable EDV, voire de l'achat d'order to cash, mais elle nous en dira plus si elle le souhaite, du groupe Septéo, qui est un groupe basé à Montpellier, et un éditeur de solutions logicielles et de services informatiques à destination des professionnels du droit, de l'immobilier et des DSI. Donc, une belle outil de la région Montpellier-Rennes. Et Katia, je te laisse la main. Merci à toi. Et qui anime pour la FDCC un super club féminin, club de Katia, qui va brasser beaucoup d'échanges et dont je lui laisse dire un petit mot. Merci et merci. Bonjour Nicolas, merci pour cette introduction. Alors moi, je suis ravie d'être l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui, puisqu'on est au carrefour entre le droit, le monde des avocats que je côtoie dans mon milieu professionnel et les technologies, les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Paul avec nous pour cette conférence autour de la prédiction et des procédures judiciaires. Alors, avant de vous laisser la main, je voudrais quand même parler un petit peu de L&On, qui est le nom donc, du cabinet d'avocats créé par Paul. Il y a déjà quelques dizaines d'années, 25 ans, trentaine d'années même. Un cabinet d'avocats spécialisé sur les procédures judiciaires, mais pas uniquement, du préventif et du curatif, pour accompagner les clients principalement B2C dans le recouvrement de leurs créances et les procédures judiciaires. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Paul a toujours été au carrefour des technologies, puisque ce cabinet a été le premier en termes d'innovation il y a quelques dizaines d'années à donner à ses clients un accès en ligne
et un couteau suisse, on va dire, de ces domaines, puisqu'il intervient aussi, suit des cours à Harvard, intervient dans les écoles de commerce, donc un parcours un petit peu pas atypique dans la fonction d'avocat, qui a permis de développer ce pourquoi on est là aujourd'hui, un algorithme de prédiction et un magnifique award en 2018 sur le Credit Award Belgique. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus sur cette prédiction. Donc, je vous laisse la main. Et puis, n'hésitez pas pour tous ceux qui ont des questions à les poser dans le chat. Paul sera ravi d'y répondre. Voilà. Moi aussi, je suis impatiente d'en savoir plus sur cet algorithme. À vous, Paul. Et encore merci pour votre présence aujourd'hui. Merci et bonjour à tous. Momentanément, je suis à Barcelone. C'est un peu une quarantaine, mais c'est très confortable. Alors, j'ai mon assistant et mon collaborateur Thomas qui s'occupe de la présentation aussi. Eh bien, prochaine slide, je vais vous montrer un petit, c'est une ad que nous avons lancée sur l'Internet, aussi sur la télévision, concernant les frais d'un avocat. Thomas. Oké, ik weet niet hoe het zit voor jullie, maar als ik iets moet betalen, weet ik graag eerst hoeveel iets kost. Een lekker stuk biefstuk, 18,16 €. Tanda, 65,40 €. Tartaar van Schotse zalm, 17 €. Maar mijn advocaat, dat weet ik niet. Meester, wat kost u eigenlijk? Bij ons weet u het wel. Laon Advocaten int uw onbetaalde facturen zorgeloos en zonder risico. Voilà, ça c'est un note que nous avons lancé il y a au mois d'avril, au mois de mai sur la télévision commerciale en Belgique. Il y a, maintenant vous avez cette slide. I can't keep up with technology. Just when I finally learned how to use the fax machine, they come out with the internet faxing. Je dois dire, ça c'est le prochain slide. Il y a 2 semaines, le président de la Cour d'appel à Anvers a fièrement annoncé que le fax est fini. Maintenant, on va aussi déposer nos conclusions et toute notre communication avec email. C'est un peu pour lui, c'est un grand step. Ça donne déjà quelque chose pour comprendre l'état de la digitalisation aux tribunaux en Belgique. Voilà. Est-ce que le monde sera différent après le coronavirus? Certainement. À ce moment-ci, nous avons trouvé que les montants de factures non payées en Belgique, c'est 9 milliards d'euros. Et en France, que nous savons, et peut-être c'est plus, c'est 13 milliards d'euros des factures qui sont overdue, qui ne sont pas payées à temps. Aussi, il y a une petite annonce, un petit article aussi dans Le Monde qui disent que le coronavirus, l'augmentation des retards de paiement menace la survie des entreprises. Et je dois dire, les dernières semaines, nous avons reçu beaucoup de requêtes parce qu'on voit que le vrai résultat du Covid, et ça, on se voit maintenant qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont des problèmes pour récupérer leurs factures impayées. Si le monde est vraiment changé après le coronavirus, c'est le moment pour vos clients de payer vos factures à temps, avec un recouvrement éthique simple et sans risque. Parce que quelle est la tendance? Et ça, c'est le problème pour les factures non payées. Ça reste un problème
significatif, excusez-moi, et aussi le coronavirus va augmenter l'intention de retard et les impayés. Ça, c'est très clair. Il y a un petit sondage, d'après vous, qui a accéléré la digitalisation des processus dans votre société, le ou la CTO, le ou la CFO, ou le coronavirus COVID-19, et la réponse était le coronavirus qui s'occupe vraiment beaucoup de problèmes. Aussi pour vous, vous pouvez vous renseigner sur ce but et je suis très intéressé pour connaître vos avis sur cette question. On peut discuter après. Alors, la tendance des factures non payées, ça reste un problème significatif pour les entreprises tout le temps et partout. Et le coronavirus, OK. Le coronavirus augmenterait les tensions, les retards, les impayés. Pourquoi? C'est très important, c'est la digitalisation et innovation, sous-évaluée dans beaucoup de secteurs d'activité, certainement dans nos secteurs, parce que ce n'est pas un secret que les avocats, les huissiers, la magistrature, ils se réagissent toujours très corporatistes et très conservateurs, mais on peut discuter ça après. Et naturellement, la digitalisation, l'innovation sera accélérée par le coronavirus. Il y a le sondage, la CFO, la DAF, et aussi le coronavirus, le CTO, directrice technique informatique. On peut discuter ces résultats après. C'est Steve Jobs qui a dit « It's more fun to be a pirate than to join the Navy ». Et ça, c'est peut-être un peu notre approche sur ce sujet. Law online, c'est le recouvrement en Europe et on voit avec la globalisation qu'il y a beaucoup de requêtes, nous recevons beaucoup de requêtes pour des grandes sociétés qui veulent geler leurs créditeurs en Europe, aussi en États-Unis et tout ça, dans une manière consistante. C'est pourquoi nous avons développé des partenaires en France, en Luxembourg, en Hollande, en Angleterre, en Italie, en Espagne, parce que c'est pas c'est clair, de plus qu'on avance sur le sud, la mentalité de payer augmente. Et ça, c'est pourquoi je dis toujours ça, et c'est pourquoi c'est très important d'avoir des partenaires dans la communauté européenne, parce que la credit management est aussi géré culturellement. On voit peut-être, par exemple, que dans notre service center, ce sont des paralegals qui s'occupent des complaintes et tout ça. Une conversation avec un débiteur en Flandre dure 1 minute, 1 minute 30, en Wallonie 2 minutes, et avec des débiteurs en France, ça peut durer 3-4 minutes. C'est la culture, il faut le discuter, il faut convaincre et tout ça. Alors la culture est très importante. Quand je vois, et c'est pourquoi nous avons l'audience française, l'audience française aujourd'hui, ce que nous, c'est un peu, parce que naturellement aussi la Belgique connaît le Code Napoléon, pour la collection des dettes, les procédures judiciaires sont un peu différents, mais quand même le même. Ça veut dire que les frais juridiques préfinanciés par le requérant, un saut dans l'inconnu et les coûts sont à le venant. Ça, c'est très important et c'est pourquoi, certainement, dans des temps avec le coronavirus, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on peut expecter de frais, qu'est-ce qu'on peut expecter des résultats. Ce que nous avons vu, et nous avons fait une petite étude avec un professeur de l'Université d'Anvers, c'est
dans 85% des cas, quand il y a des saisies, ce sont naturellement des débiteurs qui ont beaucoup de saisies de différents huissiers. Et on a trouvé que dans 85%, les frais de huissier sont plus larges que les dettes originales. Ça veut dire quand il y a un débiteur qui a 5 ou 6 dettes, le total, dans 85%, les frais de huissier pour récupérer ces dettes sont plus augmentés que les frais originaux. Alors, c'est un professeur, Monsieur Kahn, qui a gagné le Nobel Prize pour Economics. C'est le sunk cost fallacy. Ça veut dire, en un certain moment, on a investi tant de budget qu'on dit, eh bien, on va surmonter un tout petit peu afin de résoudre notre problème et de récupérer. Ça, c'est le sunk cost fallacy. On a fait des frais sans résultat. On fait plus de frais pour enfin de résulter et d'avoir un petit résultat. Comme Katia a dit, en 2018, nous avons gagné le prix d'innovation des credit managers en Belgique. Et ce que nous avons, parce que naturellement, comme avocat, j'ai beaucoup de contacts avec les CFO, moins avec le CTO, je dois dire, mais avec le CFO des sociétés. Et pour eux, naturellement, aussi pour des credit managers, c'est très important quel est le budget. Nous avons tant de factures à récupérer, mais quel est le budget de récupérer et quel sera le résultat? Et ça, c'est très intéressant parce que les frais juridiques sont pris financiers par le requérant. C'est un saut dans l'inconnu. On ne connaît pas, quand on n'a pas une idée de vraiment valoriser les dettes, quels seront les frais. Et les coûts sont à l'avenant. Il faut préfinancer, le requérant doit préfinancer tous les frais. Et c'est pourquoi nous avons, en 2017, on a commencé avec un professeur de l'université d'Anvers pour évaluer le dossier dans un algorithme. Ça veut dire quelles sont les variables qui peuvent avoir un résultat et qui ont des résultats à la fin de la récupération. Ici, je vais vous signaler un recouvrement typique en Belgique. Il y a la procédure amiable et ce que nous faisons, et ça c'est très clair aussi quand je vous ai parlé de la culture, aussi dans les pays France, Espagne, aussi l'Italie, on doit vraiment stresser le recouvrement à l'amiable. Alors, il y a une première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. C'était géré par notre équipe pour téléphoner. Il y a le robot calling, on verra ça plus tard. Et à un certain moment, quand la procédure à l'amiable n'a pas de résultat ou n'en a récupéré rien, on va continuer avec procédure judiciaire, citation, l'audience et l'exécution. Mais avant de décider de continuer la procédure judiciaire, on a développé notre algorithme. Voilà. Thomas, vous avez tout le... Oui, c'est un peu la procédure, ce que nous faisons, lettre, appel, email, robot calling, le contact, parce que naturellement, il y a aussi
il y a des complaintes que nous devons gérer, puis il y a le Q-code que les débiteurs peuvent payer sur une plateforme. On peut voir le statut de leur dette sur notre plateforme. Voilà, ça c'est un peu la procédure. Et puis, quand nous avons tout fait ça, toute la procédure à l'amiable, on va laisser jouer notre algorithme. C'est le contrôle avec notre algorithme et c'est le contrôle de solvabilité. Et à ce moment-ci, pour être un peu plus mathématique, on a créé une courbe Gauss. Ça veut dire la côté vert là-bas, ce sont les dossiers qui sont décidés à notre algorithme pour être prêts pour une citation, pour un recouvrement judiciaire. Ça veut dire c'est presque 25% qui sont très sûrs que quand nous lançons une citation ou une procédure judiciaire, ils auront un succès. Maintenant, pour l'algorithme, c'est très bizarre parce quand on a commencé, on a cru que par exemple, l'âge est très important pour le recouvrement. Mais on a trouvé que ce n'est pas vrai. Ce qui est, par exemple, très important, c'est quand le débiteur a déménagé beaucoup, disons, déménagé pendant 2 ans plus que 2 fois, on peut déjà avoir dans notre critère, ça serait très négatif pour lancer une citation ou pour lancer un recouvrement typique. Maintenant, naturellement, il faut le proof of the pudding is in the eating. Nous avons fait, et ça c'est le test de 2018-2019, 300 dossiers. Nous avons 300 dossiers sur le processus que nous avons usé normalement. Il y a 300 dossiers que nous avons avec notre test et avec notre algorithme. Après 6 mois, et ça c'est pour la procédure judiciaire, hein, l'amiable c'est autre chose. Il y a ces 3 dossiers, il y a 40 qui sont réglés immédiatement, 10 sont clôturés sans suite et 160 ont des plans d'appurement qui courent encore maintenant et c'est une exécution par huissier de 90%. Ça veut dire, pour le test, qu'après 6 mois, le slide suivant, après 6 mois, nous avons, après moi, le total récupéré 34% judiciaire, et ça, déjà, dans 6 mois, c'est une augmentation de 10%. Je dois dire maintenant, parce que ce sont des résultats que nous avions le mois dernier, en septembre, on a vu que les résultats, maintenant déjà, parce que l'algorithme est naturellement self-learning, on va vraiment explorer toutes les manières, tous les critères. On a déjà une augmentation de 21%. En ce moment-ci, la prédiction taux de réussite, ça veut dire qu'en 2019, au début, nous pouvons prédire le succès dans 54% des dossiers. À la fin, c'est 61%. Et pour 2021, notre M est d'être capable de prédire dans 70% des dossiers qu'ils seront positifs ou qu'ils seront négatifs. Cette manière de gérer les affaires, c'est pour l'intérêt des clients
ils ont moins de frais. Intérêt des débiteurs, aussi pour l'intérêt des débiteurs, qu'on ne va pas augmenter tous les frais sur leurs épaules et naturellement aussi l'intérêt social. Ça veut dire recouvrir davantage de factures à moindre frais dans une matière éthique, certainement dans des taux Covid quand il y a tant de, et ça c'est sur le plan naturellement B2C, avec le coronavirus, quand il y a beaucoup de gens qui auront beaucoup de problèmes financiers, ça c'est très important, et aussi soulager la justice, qu'on ne doit pas, lancer des citations, lancer des procédures qui soulagent aussi la justice. Est-ce que le monde sera différent après le coronavirus? On verra, mais je crois avec notre point de vue de récupération éthique et dans une manière plus, disons, mathématique, on peut aider à ça. Voilà, ça c'est notre présentation et je suis très heureux de connaître vos questions. Merci beaucoup, Paul, pour cette, on va dire, cette grande introduction sur votre algorithme. Moi, pour commencer, en tout cas, pour débuter cet échange et cette table ronde avec tous les credit managers présents, j'avais une première question pour vous. Comme vous l'avez indiqué, effectivement, la justice, les avocats, le monde judiciaire est un monde encore assez résistant aux transformations, aux technologies. Je pense qu'en Belgique, c'est comme en France. C'est la même. Donc, comment a été perçue cette innovation par l'ordre des avocats ou par les tribunaux en Belgique? Vous nous en dire un petit peu plus? Je dois dire, mon bâtonnier est très heureux, mais il est aussi progressif sur ce sens. Naturellement, il y a beaucoup d'avocats qui ne comprennent pas, qui disent « ça ne sert à rien ». Parce que naturellement, et ça aussi pour les huissiers, leur business plan est de gérer, de facturer heure par heure. Notre manière de gérer les affaires, c'est, pour nous, le résultat est très important. Notre fee d'honoraire, c'est sur le résultat, c'est une commission sur le résultat. Pour nous, et ça c'est très important, ce sont les intérêts de tous les partis. Et aussi en Flandre, parce que maintenant, le nouveau, parce que vous savez qu'après 500 jours, nous avons un gouvernement et notre ministre de Justice m'a contacté ici à Barcelone aussi pour donner mon avis et une manière de gérer et les frais de justice plus efficaces. Mais maintenant, il faut voir les intérêts. Les intérêts de huissier, c'est de citer, de lancer des citations. Parce que ça, c'est, en Belgique, et je crois que c'est la même chose en France, ils sont payés par acte. Alors, pour eux, c'est très important pour gérer beaucoup d'actes, signification, saisie et tout ça. Mais naturellement, ça augmente les frais, j'ai déjà vous expliqué, et ça, c'est le débiteur qui doit le financer. Après, il a payé ses dettes, ou quand le débiteur n'a pas d'argent ou est insolvable, c'est le requérant, c'est notre client qui doit le payer. Et pourquoi on a lancé, et ça, c'est vraiment, ça, c'est très intéressant, que maintenant, avec cet algorithme, on peut contacter, et maintenant, il y a beaucoup de sociétés en Europe qui nous contactent, de disons, et ça, j'ai demandé, qu'est-ce que c'est important pour un CFO? C'est le budget. Qu'est-ce que ça va me coûter? Et maintenant, avec cet algorithme, on peut, disons, lancer des collections sur une base de budget. Nous pouvons garantir un minimum de récupération de tant de pourcents et le montant maximum des frais sera comme ça. Ça, c'est une sûreté pour les CFO parce qu'ils savent
ils peuvent budgéter la collection. En avant, ce n'était pas possible. En avant, on va récupérer et on verra les frais, ou on ne récupère pas, et puis naturellement, on va décrire tous les factures nulles. Ça, ce n'est pas aussi une solution. Et c'est un peu cette balance, c'est un peu comme Hegel, hein, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse, qu'avec cet algorithme, on peut, et les CFO, avec nos partenaires aussi, nos partenaires huissiers, peuvent trouver une balance entre la récupération très positive et un budget maximum pour y aller. Mais est-ce que vous communiquez avec vos clients le taux de succès que l'algorithme sort? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait transparent avec les clients pour dire, voilà, vous avez une enveloppe de budget, on a 70% de chance ou on a de gagner, de récupérer les sommes? C'est comme ça que ça se fonctionne dans vos contrats, oui, parce que c'est très important. Nous avons beaucoup de clientèle sur le B2C. Hein, je parle pour l'énergie. Engie, hein, c'est un de nos clients les plus importants. Le profil d'un consommateur d'énergie et l'algorithme qui sera placé là-bas est un autre algorithme. Par exemple, nous avons le Basic Fit, le club de fitness. Le profil de débuteur est différent. Alors, ça veut dire aussi l'algorithme sera un peu différent pour gérer les factures d'un livrateur d'énergie et le sport. Et là-bas, on doit vraiment trouver la balance, mais le but est que nous pouvons, garantir et aviser notre clientèle de dire, eh bien, vous avez cette portefeuille-ci, 3 000 à 4 000 dossiers. Quand nous pouvons gérer à l'amiable, nous connaissons les réactions, nous connaissons tous les... parce que maintenant, on a presque 12 ou 14 critères très importants pour prédire le succès. Aussi, quand nous avons contact avec le débiteur, avec notre conversation aussi, on a une idée, il est dans quelle position? Est-ce qu'il y a d'autres dettes? Peut-être on peut l'aider pour sauver tous les dettes et tout ça. Et à ce moment-ci, et j'ai déjà dit, l'algorithme est self-learning. De plus en plus, on devient plus malin pour définir notre algorithme. Merci Paul. Si pas l'un d'entre vous souhaite poser une question ou demander des précisions à Paul, je vous invite vraiment à lever la main ou débrancher votre micro. Vous pouvez intervenir à tout moment. OK. Parce que j'ai vu passer quelques questions, mais j'étais si concentré pour... Il y a eu quelques commentaires de Sébastien Cordier. Est-ce que tu veux bien juste les commentaires que tu as pu faire dans le forum, les faire à l'oral en activant ton micro, si c'est possible? Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Le chiffre de 9 milliards d'euros de factures impayées en Belgique me semble assez élevé par rapport aux 13 milliards en France. Oui. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça veut dire que les Belges payent moins bien que les Français, par exemple? Oh, je suis étonné aussi par ces chiffres parce que j'ai demandé à Thomas qui a le trouvé. C'est le 9 milliards, c'est que nous avons cherché pour des sources professionnelles des créditeurs, et le 13 milliards, à mon avis, c'est plus augmenté que 13 milliards, je crois, parce que, comme vous avez déjà expliqué, nous avons aussi des clients en France. Là-bas, la mentalité de payer trop tard et tout ça est plus augmentée qu'en Belgique. Et naturellement, en Belgique, on a encore cette différence entre la Flandre, qui est plus anglo-saxon, la Wallonie, qui est un peu plus français, et Bruxelles, ça c'est tout. Ça, je ne peux pas dire, ça c'est le centre d'Europe.
c'est autre chose. Mais pour moi aussi, je me suis vraiment étonné. Je ne sais pas qu'il y a des personnes dans le forum qui peuvent me dire quelles, à leur avis, sont les factures impayées. Pour moi aussi, j'avais le seul idée. Parce que Et pour confirmer, vas-y Sébastien, pardon. Oui, excuse-moi. L'expérience que j'en ai, moi, dans mon entreprise, puisque j'ai évolué sur la zone France Benelux, je ne vois pas trop de différence en termes de comportement payeur entre la France et la Belgique. Par contre, la différence entre les Flamands et les Wallons, ça, je l'aperçois beaucoup. Mais ça, c'est vrai. Hein? Les Flamands sont les anglo-saxons de la Belgique et les Wallons, ils sont plus latins. Oui, c'est ça. Les Flamands, ça se rapproche plus de ce qu'on peut connaître aux Pays-Bas, par exemple. Oui, mais nous sommes plus sympathiques. Alors, pour revenir sur notre sujet. Et on mange meilleur. Alors, je pense que c'est un débat qui pourra être qu'on pourra pas clôturer aujourd'hui, celui-là, Paul. En revanche, moi, j'avais une autre question pour vous. J'ai vu à plusieurs reprises dans votre présentation des termes qui résonnent un peu chez moi. Bon, alors, je suis vice-présidente diversité et inclusion au sein de la FDCC. J'ai vu les termes de recouvrement éthique, de rôle social. Alors, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus et surtout en quoi cet algorithme tend vers un recouvrement éthique et où on joue aussi, nous, en tant que credit manager, un rôle social, tout en ne pénalisant pas, bien sûr, nos créances clients. Oui, ça c'est... certainement, j'ai déjà dit, dans le temps de Covid, il y a beaucoup, parce que ce matin, j'ai aussi dans la radio en Belgique, c'était la situation sera pour beaucoup de zones désastreuses. Hein? De chômage, parce que je dois dire, et ça c'est un petit bizarre aussi, et je vais partager ça avec l'audience, ce que nous avons vu, que dans le premier lockdown, ça veut dire en mois de mars, mois d'avril, mois de mai, quand tous les magasins étaient clôturés et tout ça, pour l'énergie, la clientèle a payé meilleur qu'avant le Covid. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de possibilité de donner de l'argent à autre chose. Ça, c'est très bizarre. On va analyser ces chiffres après parce que naturellement, notre clientèle sera très intéressée dans cette analyse. Oui, je suis en conférence, madame. Pour le futur, c'est très clair qu'on doit, un peu comme credit manager, aussi un peu comme avocat, on doit chercher quel est le montant que les débiteurs peuvent payer et les apurements seront plus prolongés qu'avant. Notre but en avant Covid, c'est de récupérer avec des plans d'appurement maximum 6 mois. Maintenant, notre clientèle est déjà prête d'accepter 12 mois, même 18 mois. C'est plus efficace, c'est plus malin de récupérer un peu moins dans les mois, mais d'être sûr qu'on ne va pas tuer le débiteur et puis aussi notre clientèle n'a rien plus à récupérer. Je n'entends rien. Alors, Malika Filippetti, alors c'est peut-être une erreur, mais vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour poser une question? Apparemment non, c'était peut-être une erreur. Et Monsieur Leclerc, vous aviez ouvert votre micro juste avant. Est-ce que c'était pour poser une question Oui, tout à fait. Bonjour. Comment, dans votre approche éthique, comment prenez-vous en compte le risque que nous avons en ce moment sur des procédures collectives de masse qui sont effectivement un risque énorme pour les créanciers que nous sommes. C'est-à-dire qu'on met en place potentiellement
beaucoup de moyens, c'est ce que vous avez expliqué, beaucoup d'énergie, et on est à la merci d'un conseil d'avocats sur un redressement judiciaire qui est un outil de gestion pour certains débiteurs aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas forcément le prévoir ni avec un algorithme. Non, ça c'est clair. Et c'est un problème. Oui, c'est un problème. Et on verra, je ne sais pas. Aussi, naturellement, il y a de l'aide, certainement en Belgique, de l'État pour supporter les débiteurs, pour avoir du chômage plus élevé qu'en avant, tout ça. Mais le résultat là-bas, certainement, cette masse va influencer notre algorithme dans une manière négative. Ça serait très clair. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit le profil du débiteur, est-ce qu'il sera dans ces procédures? Eh bien, on doit diminuer le succès des créances. Ça, c'est très clair. Mais ça, c'est le futur qui nous va dire. Merci. J'avais une autre question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que la sous-capitalisation d'une majorité d'entreprises, alors en France, ça se voit clairement, en Belgique, je ne sais pas si c'est la même situation, est-ce que cette sous-capitalisation notoire, malgré les aides de l'État, ne va pas entraîner de facto une explosion en fait des dépôts de bilan et des faillites? Oui, il y a écrit déjà beaucoup de lectures sur ce point de vue. Naturellement, parce qu'il y a maintenant le deuxième golfe Covid, peut-être une troisième, je crois le premier, on peut le survivre, disons, facilement. Mais ce qu'il va, parce qu'ici en Barcelone, ce soir, tous les restaurants, tous les cafés seront fermés. Et ça, c'est très clair que aussi notre ministre d'économie veut vraiment éviter, parce que ça, c'est la raison pour laquelle il y a le deuxième golfe. Sur le plan économique, on a décidé d'être un peu plus facile, un peu plus flexible sur ce plan, mais naturellement sur le plan économique, quand on était trop flexible avec les mesures, ça peut donner à une explosion vraiment des dépôts de bilan. Ça, je crains aussi. Merci beaucoup. Comme le disait Florian dans le chat, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à poser vos questions. Sinon, j'en aurais peut-être une autre. Il me semble que Malika souhaite parler. Oui, vous m'entendez? Parfait. Oui, bonjour. Je voulais savoir pourquoi l'algorithme porte plus sur la procédure judiciaire. Est-ce que c'est en Belgique qu'on procède beaucoup plus par cette procédure-là que par je dirais la procédure amiable? Et deuxièmement, est-ce que bien sûr, c'est plus complexe, j'imagine, en termes d'algorithme de définir les paramètres pour un recouvrement amiable? Oui, naturellement, aussi à ce moment-ci, parce que quelle était la question au début, c'est vraiment sur la procédure judiciaire. On a vu que dans tant de fois, la procédure judiciaire n'était pas rendable. Au contraire, notre clientèle devait payer plus qu'on pouvait récupérer. Et après, ça, c'est pour cette raison que nous avons développé cet algorithme pour vraiment contrôler les frais là-bas. Aussi, pour l'algorithme, on est en train aussi, pour l'algorithme, pour la phase à l'amiable. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit proposer qui est supportable pour le débiteur et quelles propositions sont les plus efficaces que le débiteur peut payer? Certainement, c'est très facile. Disons, quand beaucoup de notre clientèle disent, eh bien, on peut payer par des apurements par 6 mois, on va augmenter à 12 mois.
certainement, et ça s'est montré par notre algorithme aussi, que de plus d'apurement on s'accorde, de plus de chances ça va couper. Et alors, on doit trouver aussi quel sera, pour un certain profil de débiteur, quel sera le plan d'apurement le plus efficace. Et ça, on commence à... Parce que certainement, moi, je suis 100% convaincu de la récupération à l'amiable. Ça, c'est très clair. Ça prend du temps, mais ça contrôle les frais. Certainement, ce qui est très important, aussi que notre équipe en Belgique, aussi dans des autres, de notre partenaire, ils savent très bien quand le débiteur ne peut pas payer ou il ne veut pas payer. Ça, c'est une autre chose. Pour ceux qui ne veulent pas payer, il faut lancer la procédure judiciaire, ça c'est très clair. Mais pour ceux qui ne peuvent payer, et nous avons des questions pour bien valoriser l'honnêteté et la manière ou la possibilité du débiteur, là-bas, on doit jouer sur les plans d'apurement. Mais, grande différence, ils ne peuvent ou ils ne veulent. Ça, c'est très important aussi. Et est-ce que votre algorithme pourra, à un moment donné, prédire par rapport à une typologie de débiteur ou à un comportement payeur sur les dernières années, est-ce que c'est quelqu'un qui ne peut pas ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas? En gros, classer son portefeuille client avec cette petite information en plus de... Oui, je dois dire, pour savoir que le débiteur ne veut ou ne peut, on sait déjà en avant. Parce que quand nous avons le contact avec le débiteur, nous avons aussi le robot calling parce que nous avons plus de 10 000 dossiers par mois. Alors, par notre robot calling, la manière où est-ce qu'on peut joindre le débiteur ou pas, là-bas, on sait déjà bien, ça, c'est la plupart qui ne peuvent et ça, c'est la plupart qui ne veulent. Qui ne veulent, ça, c'est très clair parce que, et ça, c'est très bizarre aussi, qu'ils ne veulent pas payer, ils expressent aussi ça. Ça ne veut pas dire, quand ils ne veulent pas payer, les débiteurs qui ne veulent pas payer vont expresser ces points de vue. Pour ceux qui ne peuvent pas payer, ils restent cachés, ils ne veulent pas le contacter parce qu'ils ont probablement tant de dettes qu'ils ne veulent pas réaliser. Mais sur le plan de vue veulent, peuvent, je dois dire, nous savons déjà, avant vraiment implémenter l'algorithme pour décider de continuer judiciaire ou pas. Merci Paul. Moi, j'aurais une autre question plus précise sur l'algorithme, parce qu'effectivement, on peut penser un petit peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup de nos credit managers qui ont aussi des outils de scoring pour prédire des solvabilités de clients, pour prédire aussi des recouvrements de créances. Selon vos analyses dans la création de votre algorithme, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour augmenter la fiabilité d'un algorithme en matière de crédit client? Vous avez parlé de 12 critères, 12 ou 14 critères. Alors, sans dévoiler, j'imagine, bien sûr, le secret de votre algorithme, bien sûr. Est-ce que vous auriez un petit peu de feedback à nous donner sur est-ce que c'est plus on multiplie les critères, est-ce que c'est le self-learning, est-ce que, voilà, donner un petit pour fiabiliser ce genre d'algorithme. Quelles sont les clés de succès pour quelqu'un qui voudrait se lancer aussi? OK. Naturellement, j'ai déjà expliqué. Ce qui est très important, c'est que quand le débiteur est déménagé pendant la dernière année, 2 ou 3 années, ça c'est très important. Parce qu'un critère que les débiteurs déménagent,
ça veut dire quelque chose. Là-bas, c'est très important. L'âge, c'est pas important. Peut-être, hein, une autre chose, quand nous avons contacté personnellement les débiteurs et nous savons qu'il y a, par exemple, une divorce, ça donne déjà des problèmes. Qui veut le payer? C'est la femme ou c'est l'homme? Il n'y a pas de comportement là-bas. Ça, c'est très important aussi. Et ça, c'est très important. Mais notre but dans 10 ans, c'est de prédire une femme qui a 28 ans, qui n'est pas divorcée, qui a 2 enfants, qui habite dans cette code postale. Le code postal, c'est très important. La chance de récupérer dans une dette d'énergie est tant de pourcentage, pour une autre, c'est tant de pourcentage. Ça, et je suis sûr que ça sera dans le futur que ça sera possible. Est-ce que, alors, je vois que l'heure tourne quand même très vite. Peut-être il est temps de conclure, je pense, sauf s'il y a une autre question. J'avais juste une petite question, c'est par rapport à l'algorithme. En fait, il y a un certain machine learning derrière. Quand je dis ça, c'est est-ce qu'il apprend de lui-même? Parce que vous allez réussir certainement dans 10 ans à pouvoir catégoriser en disant c'est cette dame qui a 28 ans, enfin, qui habite à tel endroit, etc. Est-ce que votre algorithme apprend de lui-même et en fait se renforce chaque jour? Oui. Maintenant, on est en train de développer, disons, un software pour faire tout ça. Naturellement, très important, le GDPR, le privacy, on va directement, anonymiser tous les débiteurs. Ça, c'est très clair. Nous savons, c'est une femme, papa, mais pas le nom, pas. Et ça, c'est très important aussi avec l'algorithme qu'on respecte la loi sur le GDPR, sur le privacy. Mais, parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est on a tous ces critères, c'est dans une tabelle Excel, c'est très clair. Maintenant, on est en développer un software qu'on peut jeter, qui est en Espagne. Oui, qu'on peut jeter dedans tous les critères aussi, parce que, et ça c'est très important aussi, et au début c'était très dur de comprendre par nos huissiers que nous devons, pour réussir et de réussir des résultats spectaculaires, on doit être en partenaire avec nos clients parce que les créditeurs managers, le CFO et sûrement les credit managers ont beaucoup de connaissances de leur clientèle. Il y a quand nous gérons les affaires, nous développons aussi sur le profil de nos clients et aussi le huissier, ils savent très bien, disons, la solvabilité des clientèles et c'est la connaissance des trois ensembles qui sera le résultat spectaculaire, mais c'est avec un conjoint de toute connaissance. La connaissance de notre clientèle, j'ai déjà expliqué, un débiteur d'énergie est tout autre d'un débiteur, disons, qui fait de cosmétiques, par exemple. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est aussi un autre profil. Notre analyse avec les contacts que nous avons ou pas de contacts que nous avons avec les débiteurs, et puis la connaissance des huissiers, cet comportement ensemble, ça sera le succès de cette manière de gérer les affaires. Merci Paul pour cette intervention. Il est temps bientôt de conclure. Est-ce qu'on a 1 minute pour le sondage, Nicolas, ou
où on est déjà en termes de timing? On a 1 minute pour le sondage. Alors, on avait lancé un petit sondage en début d'intervention sur qu'est-ce qui va accélérer la digitalisation des processus. Vous nous avez indiqué, Paul, que principalement, c'est le coronavirus qui va accélérer la digitalisation des processus. Au sein des credit managers, je crois qu'aujourd'hui, c'était le résultat. Je ne vois pas le résultat. Je crois que c'était principalement plutôt le CFO DAF. Alors, pour l'instant, tout le monde est en train de voter, Katia, et dès que tout le monde aura voté, ou qu'une majorité de gens auront voté, Nicolas partagera les différents résultats. Donc, n'hésitez pas, allez-y. On en est à 12 votes. Le temps que tout le monde vote, je tiens tout particulièrement à remercier en tout cas Paul pour son intervention, Thomas pour la préparation de ce webinaire, et à Nicolas et Florian pour évidemment la semaine de l'innovation et votre participation à tous. Est-ce qu'on a le résultat du sondage? Oui, Nicolas, je pense que tu peux arrêter le sondage et partager les résultats. On a la moitié des participants qui ont participé au sondage. Voilà. Et voilà les résultats. Une petite intervention de Moïse qui est tout à fait pertinente. Merci pour celle-ci. Sur la question qui a accéléré la digitalisation et qui va accélérer la digitalisation. C'est vrai qu'en fonction de la question, la réponse peut être complètement différente. Oui. Merci Moïse pour ce… Aussi pour les participants en France, quand vous avez des questions sur notre algorithme, sur notre manière de gérer les affaires, parce que nous avons un partenaire aussi en France, soyez pas de problème de nous contacter pour explorer votre expérience aussi sans problème. Ça peut nous aider les deux. Merci beaucoup, Paul. Je vous laisse reprendre la main, Nicolas, Florian, pour le mot de la fin. Oui. Merci, Katia. Merci, Paul. Merci. Alors, pour ce mot de la fin, je tiens donc déjà à vous remercier. Je pense que demain, on va se retrouver on continue l'aventure sur l'Instant Payment. On va se retrouver à 10h30. Juste un point avant, pour les adhésions, nous, on a besoin de vous. C'est grâce à vous que la FDCC tourne. C'est grâce à nos adhérents, c'est grâce à vos interventions. Donc, n'hésitez pas à renouveler ou à adhérer à la FDCC. Voilà, sur le point. Je vous retrouve moi demain sur l'Instant Payment. Et je dois vous féliciter pour cette organisation impeccable. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup, Paul. C'était un grand plaisir de vous avoir, vous avez gagné le Credit Award. Ça nous tenait à cœur de vous avoir et de vous faire et qu'on puisse tous partager ce moment et qu'on puisse tous vous poser des questions sur votre algorithme. Merci beaucoup. Et merci à tous. Je vous dis à demain. Merci aux adhérents, merci aux adhérentes. Bonne journée. Merci, à demain. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci Paul, merci Thomas. Au revoir.